Si vous avez grandi en France, il y avait un Arthur Martin dans votre cuisine. La cuisinière que votre mère allumait chaque soir, le réfrigérateur acheté pour le mariage, ce nom qu'on lisait sans même le voir tellement il faisait partie du décor de la famille. À son apogée, Arthur Martin employait 3600 personnes au bord de la Meuse, vendait 1 million d'appareils par an et régnait comme la deuxième marque d'électroménager du pays. L'entreprise avait survécu au pillage de la Grande Guerre, survécu à l'occupation et à la mise sous séquestre, survécu au choc pétrolier, à un siècle entier de crise. Et puis, après plus de 160 ans de fabrication à Revin, il n'est plus resté que 24 emplois et une date gravée sur un mur. Comment un nom qui avait sa place dans chaque cuisine de France a-t-il simplement disparu ? Chapitre 1. Le fondeur de Saint-Hubert. Cette histoire ne commence pas à Revin. Elle ne commence pas non plus avec un homme prénommé Arthur. Elle commence en Ardennes belge, dans un village de forêt et de fonte qui s'appelle Saint-Hubert, avec une famille de fondeurs. Dans les années 1840, 3 frères, Alphonse, Hubert-Joseph et Nestor Martin, travaillent le cuivre et le fer dans leurs fourneaux. Ils fabriquent de la quincaillerie, des objets d'orfèvrerie, les petites choses de métal dont une région rurale a besoin pour vivre. Dès 1849, ils disposent de 3 fourneaux. C'est modeste. C'est une affaire de famille, dans un pays de famille. Le 7e de cette fratrie s'appelle Nestor. Il est né à Saint-Hubert en 1825 et il est, dit-on, le plus doué de tous. Assez doué pour qu'on envoie jeune de l'autre côté de la frontière, dans les Ardennes françaises, parfaire son apprentissage. Il apprend le métal, il apprend le feu, et il apprend quelque chose que ses frères n'ont pas tout à fait compris, que le monde est en train de changer sous leurs pieds. Nestor Martin est un homme de la révolution industrielle, avant même que l'expression existe pour la nommer. Il voit que le charbon remplace le bois. Il voit que le chemin de fer permet de déplacer les matières premières à bas prix d'un bout du pays à l'autre. Il voit, autrement dit, que l'échelle de tout est sur le point de changer. En 1854, il ouvre sa propre fonderie de fer à Huy, sur les bords de la Meuse belge. Il a une femme, il a déjà un fils, un petit Arthur né en 1852. Et il a une idée précise de ce qu'il veut faire. Il moule des objets ménagers et décoratifs. Des poêles, des calorifères, les choses qui chauffent une maison et qui la remplissent. Sur chacune, il frappe un logo triangulaire. Les 3 lettres NMH. Nestor Martin Huy. Il dépose des brevets. Au cours de sa vie, il en déposera 32 à lui seul. Et à partir de 1872, il ajoute à ses ateliers une émaillerie qui apporte la couleur et l'éclat à ses cuisinières de fonte. Le métal cesse d'être gris. Il devient bleu, vert, blanc. Il devient beau. Huy prospère tellement autour de lui qu'on finira par la surnommer la ville des millionnaires. Ses produits sont primés à l'Exposition universelle de Paris en 1900. Nestor Martin n'est plus un fondeur de village, c'est un industriel. Mais l'usine qui portera le nom de son fils, l'usine dont il est ici question, n'est pas à Huy. Elle est de l'autre côté de la frontière. Chapitre 2. Le passage de la frontière. En 1882, Nestor Martin franchit la Meuse et ouvre une fonderie à Revin, dans les Ardennes françaises, dans un quartier qu'on appelle la Bouverie. Il a près de 60 ans. Il pourrait s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Ce choix de Revin n'a rien d'un hasard. Il faut, pour le comprendre, imaginer ce qu'étaient les Ardennes à la fin du XIXe siècle. C'était le 2e territoire producteur de fonte au monde. Le 2e. Une centaine de fonderies de fer, de fonte et d'acier étaient réparties dans le département. On en comptait 30 vers 1850, 70 en 1867, 130 aux environs de 1900. Elles s'alignaient le long de la vallée de la Meuse, entre Charleville-Mézières et Fumay, nourries par le chemin de fer, par la houille de Lorraine, par le minerai venu de Belgique et du Luxembourg. Les établissements Deville à Charleville, les usines Fort et Arthur Martin à Revin, c'étaient les fers de lance d'un pays de métal. Nestor Martin ne s'installe donc pas dans un désert. Il s'installe au cœur d'un bassin qui bat déjà au rythme du feu. Son fils, Jean-Baptiste Arthur,
lui succède à la tête de l'affaire française à partir de 1891. C'est cet Arthur-là, Arthur Ier dirons-nous, qui donnera son prénom à la marque. Et c'est un homme intéressant, ce fils. Un patron cosmopolite, tourné vers le grand large. Les archives de l'État en Belgique le disent avec précision. Arthur Ier s'était formé à Londres, où il avait été l'agent d'exportation de la marque familiale, avant de revenir sur le site français de Revin. Il connaissait le monde, il savait vendre, il savait faire voyager le nom. Le vieux Nestor, lui, reste dans ses ateliers jusqu'au bout. On raconte qu'il étonnait les ajusteurs par la précision de son regard, jusque dans sa vieillesse. Et puis vient la guerre, la grande. Elle emporte 2 de ses petits-fils, tombés à Verdun. Elle livre ses usines à l'occupant allemand, qui les pille et les détruit. Nestor Martin meurt en 1916, dans un pays coupé en 2 par le front, ses ateliers entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fabriquait à Revin dans ces premières années? Tout ce qu'une fonderie de l'époque savait fabriquer. Des pièces mécaniques, des articles de quincaillerie, des fers à repasser, des grilles, des bacs à charbon, des porte-parapluies. Des croix et des garnitures funéraires, car on mourait, et le métal accompagnait les morts autant que les vivants. Puis des calorifères, des cuisinières de fonte émaillées. Et pendant la guerre, dans les stocks existants, des feux de tranchées dont les Allemands se serviront. Avant 1914, la production de Revin atteignait 57 tonnes par mois. Elle employait 450 personnes. À l'échelle d'aujourd'hui, c'est une petite usine. À l'échelle du siècle qui commençait, c'était déjà une puissance. Arthur Ier meurt le 1er novembre 1924. Et c'est là que se produit l'acte fondateur de la marque, telle que les Français la connaîtront. Car ses fils, dont Arthur II, né en 1883, et son frère Maurice, décident en 1925 de scinder l'affaire en 2 sociétés distinctes. D'un côté, en Belgique, Nestor Martin, le chauffage domestique. De l'autre, en France, à Revin, Arthur Martin, l'électroménager. Le capital est partagé entre les 6 enfants d'Arthur père. La société française est dirigée par Arthur II, président et administrateur délégué. C'est ainsi qu'une marque française, née du prénom d'un homme né belge, formé à Londres, tord le jour de la Toussaint. Une marque qui portera, pendant un siècle, le prénom d'un exportateur. Chapitre 3. Le feu, la tôle et le froid. Il faut d'abord reconstruire, car la guerre a tout ravagé. Le hall de fonderie de Revin est relevé en 1922. En 1929, on édifie près de la gare l'un des plus grands bâtiments de l'entreprise. Un bâtiment de briques qui porte encore aujourd'hui la date gravée dans sa façade. Dans les années 30, la surface des ateliers, créée ou reprise sur d'autres usines, atteint 50 000 mètres carrés. 50 000. L'usine ne se contente plus de survivre. Elle grandit. Et surtout, elle change de nature. Jusque-là, Arthur Martin était une fonderie qui faisait des poêles. Elle devient une entreprise qui fait la vie moderne. En 1934, sort la première cuisinière à gaz Arthur Martin. C'est une petite révolution domestique. Le gaz, dans une cuisine française des années 30, ce n'est pas un détail technique. C'est la fin du charbon qu'il faut aller chercher, allumer, surveiller. C'est le feu qu'on maîtrise d'un geste. Arthur Martin arrive au bon moment, avec le bon produit, dans une France qui commence à équiper ses foyers. Puis vient le froid. En 1952, l'entreprise produit son premier réfrigérateur. Là encore, il faut mesurer ce que cela veut dire. Dans la France de 1952, la plupart des familles conservent encore les aliments dans un garde-manger, une cave, un bloc de glace livré à domicile. Le réfrigérateur électrique, c'est le luxe qui devient nécessité. C'est la promesse que la nourriture ne se perdra plus. Et Arthur Martin est là, à Revin, pour la tenir. L'usine tourne à plein régime. En 1955, on coule chaque jour 50 tonnes de fonte, on presse 1000 tonnes de tôle. Le feu et le métal, toujours. Mais ce feu sert désormais à fabriquer des objets qui entrent dans les cuisines, pas des grilles de cimetière. Et puis vient le 3e grand virage, le plus lourd de conséquences, le lave-linge. En 1966, l'usine de Revin produit jusqu'à 200 000 lave-linges par an. 200 000 machines qui laveront le linge de 200 000 foyers français,
et qui les délivreront d'une corvée aussi vieille que le monde. La marque revendiquera plusieurs innovations techniques: l'ouverture souple du tambour sur les machines à chargement par le dessus, l'indicateur de température sur les réfrigérateurs. Des détails, dira-t-on. Mais ce sont ces détails-là qui font la réputation d'une marque. La fiabilité, la robustesse, l'idée qu'un appareil Arthur Martin durera. Cette bascule vers le lave-linge, on la doit à un homme. Il s'appelle Georges Martin. Neveu d'Arthur II, lequel, sans enfant, laisse à ce neveu le soin de réunifier et de conduire le groupe. C'est sous sa direction que l'entreprise connaît son plein essor. Un reportage de Paris Presse l'Intransigeant, daté du 2 juin 1969, raconte l'affaire dans le détail. Georges Martin, président-directeur général d'Arthur Martin, avait décidé 3 ans plus tôt, en 1966, de reconvertir l'usine dans la fabrication des machines à laver. La nouvelle usine avait été construite en 18 mois. Elle employait 1 millier d'ouvriers. Elle produisait 800 machines à laver par jour, un chiffre qu'on comptait bien doubler. 800 machines par jour, puis 1600 dans les projets. À Revin, au bord de la Meuse, au pied du mont Malgré-tout. Il faut aussi dire, pour être complet, qu'en 1962, Arthur Martin avait racheté sa voisine, une autre entreprise revinoise d'électroménager, Faure. Une saga commencée en 1854 avec un ingénieur des arts et métiers, Antoine Théodore Faure. Faure deviendra plus tard la marque d'entrée de gamme du portefeuille. 2 noms revinois, désormais sous le même toit. 2 histoires de fonte, réunies. Et pendant que Revin produisait, un autre groupe, très loin au nord, grandissait lui aussi. Un groupe suédois, fondé en 1910. Il s'appelait Electrolux. À l'époque, personne à Revin ne prononçait ce nom. Personne n'avait de raison de le faire. On avait des machines à sortir de la chaîne. Chapitre 4. Le monde derrière les grilles. Imaginez que vous arriviez devant ces grilles un matin, dans les années 60. Les usines Arthur Martin s'étendent sur plusieurs hectares dans le quartier de la Bouvrie, en bord de Meuse. Au-dessus d'elle se dresse le mont Malgré-tout. Cette montagne au nom qui semble avoir été inventée pour l'histoire qu'on raconte ici. Les bâtiments de briques de 1929 alignent leurs toits à longs pans, leurs charpentes métalliques apparentes, derrière des bureaux qui abritent aussi l'imprimerie de la maison. La fonderie, la tôlerie qu'on appelle l'usine ardennaise, les ateliers d'émaillerie, de montage, d'expédition, et, quelque part au milieu de tout cela, le restaurant d'entreprise. Ce qui frappe d'abord quand on passe le portail, c'est la chaleur des fours de fonderie, qui vous saisit bien avant que vous ne les voyiez. Un ouvrier qui arrivait à la première équipe la sentait dans l'air, dans la poussière de fonte qui se déposait partout, sous les ongles, dans la trame du bleu de travail. Il y avait le fracas des presses à tôle, 1000 tonnes pressées chaque jour en 1955. Ce bruit qui frappait la poitrine autant que les oreilles. Il y avait l'odeur de l'émail cuit, du métal chaud, de l'huile de machine. Le travail y était rude. Personne à Revin ne dira le contraire. La fonderie, c'est le métier le plus dur de l'usine. La chaleur, la poussière, le poids des choses. Mais c'était aussi un métier, un savoir-faire qui se transmettait d'un ancien à un jeune, d'une génération à la suivante. On savait couler, on savait presser, on savait émailler sans une bulle, sans un défaut. Et cette compétence, ces mains qui savaient, c'était la vraie richesse de Revin, bien plus que les bâtiments de briques. Qui étaient ces hommes et ces femmes? Ils étaient d'ici, pour beaucoup. La vallée de la Meuse ardennaise était un pays de métallurgistes, avec des familles ouvrières installées sur plusieurs générations. Le père à la fonderie, le fils à la tôlerie, le grand-père qui avait connu l'usine avant la guerre. Mais ils venaient aussi d'ailleurs, et c'est une part essentielle de cette histoire. Dès le XIXe siècle, des milliers de Belges, de la province de Namur, du Luxembourg belge, traversaient la frontière chaque jour pour venir travailler dans les forges et les fonderies de Givet, de Revin, de Fumay. Puis, pour reconstruire l'industrie meurtrie par les guerres, le département avait fait appel à des ouvriers polonais et italiens. Dans les années 20 et 30, les travailleurs étrangers représentaient le quart du secteur métallurgique ardennais. La part des étrangers dans la population dépassait 10%. Une troisième vague, italienne, espagnole, portugaise, était arrivée pendant les 30 Glorieuses,
poussés par le regroupement familial, par la fuite des dictatures d'Europe du Sud. La mémoire polonaise de Revin est si vivace qu'un livre lui a été consacré. Il s'intitule « Ojarów, les racines polonaises ». Car ces ouvriers-là n'étaient pas des ombres de passage, ils étaient l'usine. Leurs enfants sont nés ici, ont grandi ici, ont parfois pris leur place à la chaîne. Quand on parle du savoir-faire de Revin, on parle d'un savoir-faire français fait de mains belges, polonaises, italiennes, portugaises. C'est cela, une usine française du XXe siècle. Ce n'est pas une abstraction, c'est un rassemblement de gens venus de partout pour faire ensemble la même chose. Et ce qu'ils faisaient partait dans toute la France. 1 million d'appareils chaque année sous le nom d'Arthur Martin. La cuisinière qu'on installait dans la cuisine neuve, le réfrigérateur qu'on achetait pour le mariage, le lave-linge qui libérait la maîtresse de maison d'une journée entière de corvée. Chaque objet qui sortait des grilles de la bouverie allait s'installer quelque part dans la vie ordinaire d'une famille française. Et il y resterait longtemps. On connaît des cuisinières succulas toujours en service depuis 1932. Des appareils qui ont duré plus longtemps que les hommes qui les avaient fabriqués. Chapitre 5. La ville et l'usine. À Revin, l'usine n'était pas dans la ville. L'usine était la ville. Il faut comprendre ce que cela signifiait, le paternalisme industriel à la française, dans une vallée comme celle-ci. L'entreprise ne se contentait pas d'employer. Elle logeait, elle nourrissait, elle organisait la vie au-delà du travail. Il y avait les cités ouvrières, la cité Paris-Campagne avec ses 24 logements, et surtout la cité Jardin-Fort, bâtie en 1936 par l'architecte Maurice Rouquet, une cité-jardin, pas des baraquements, avec une chapelle édifiée à son entrée. On avait pensé la vie de l'ouvrier au-delà de l'établi. On lui avait donné un toit, un jardin, un lieu pour prier. Ce n'était pas de la générosité pure. Le patron qui loge son ouvrier tient aussi son ouvrier. Mais pour les familles qui y vivaient, la cité-jardin était un foyer, un vrai, avec sa rue, ses voisins, ses enfants qui jouaient dehors quand la sirène n'avait pas encore sonné. Et il y avait le restaurant d'entreprise. Il ne faut jamais sous-estimer, dans une usine française, ce que représentait le repas de midi. Ce n'était pas un sandwich avalé debout, c'était un vrai repas, pris ensemble, à heure fixe. Un moment où l'ouvrier de la fonderie et l'employé du bureau s'asseyaient dans la même salle. Le midi à l'usine, c'était une heure qui appartenait aux hommes plus qu'aux patrons. Une heure de civilisation à l'intérieur d'une halle industrielle. La ville vivait au rythme de ses usines. Car Arthur Martin n'était pas seul à Revin. Il y avait Porcher, l'autre géant, la sanitaire et la céramique. 2 mondes de feu et de métal, côte à côte, qui faisaient de cette petite ville des Ardennes un vrai bassin ouvrier. Le matin, la vallée entière se mettait en marche vers les portails. Le soir, elle refluait vers les cités. Entre les deux, la sirène ponctuait les heures, et on la entendait d'un bout à l'autre de Revin. Que valait Arthur Martin, à cette époque, dans l'esprit des Français? C'était la 3e marque d'électroménager la plus connue du pays. La 2e en valeur sur le marché. 1 million d'appareils vendus chaque année sous son nom. Pour un Français des années 60, Arthur Martin ne désignait pas une usine des Ardennes qu'il n'avait jamais vue. Cela désignait la cuisinière de sa mère, le réfrigérateur de sa cuisine. Une valeur sûre, un synonyme de solidité. Quelque chose qui ne tombait pas en panne, qu'on ne remplaçait pas au bout de 3 ans, qu'on gardait. La marque le savait et elle le disait. Dès les années 50, Arthur Martin faisait de la publicité. Une réclame de presse de 1956 annonçait « Sensation aux arts ménagers ». Des spots télévisés vantaient la cuisinière Arthur Martin. Les archives de l'Institut national de l'audiovisuel en conservent encore, dont l'un daté de décembre 1975. Le nom passait à la télévision, dans la presse, au Salon des arts ménagers, ce grand rendez-vous où la France venait admirer les objets qui allaient changer sa vie quotidienne. Il y a un détail qui dit tout de cette notoriété. Dans la version française d'un jeu vidéo célèbre, on trouvera bien plus tard un personnage nommé
Arthur Machin. Un clin d'œil transparent, une plaisanterie que seuls comprennent ceux pour qui Arthur Martin est un nom de famille autant qu'une marque. On ne fait pas ce genre de jeu de mots sur une entreprise inconnue. On le fait sur un nom qui habite la mémoire de tout un pays. C'était cela, Arthur Martin, au sommet. Une marque qui n'était pas seulement dans les magasins. Elle était dans les cuisines. Elle était dans les têtes. Elle était, pour des millions de Français, une part du décor de la vie. Chapitre 6. 4000 par jour. Le sommet, on peut le dater. Il se situe autour de 1969 et de 1976. En 1969, les usines de la vallée de la Meuse étaient débordées de commandes. Les Ardennes étaient alors le département le plus industrialisé de France, le plus industrialisé de tous. On y travaillait souvent plus de 48 heures par semaine, non par excès de zèle, mais faute de main-d'œuvre en nombre suffisant pour répondre à la demande. L'usine ne cherchait pas des clients, elle cherchait des bras. Et en 1976, Revin atteint son plus haut. 3600 personnes travaillent pour Arthur Martin dans la vallée de la Meuse. 3600 familles dont le pain dépend de la fonte, de la tôle et de l'émail. C'est le pic. C'est le point le plus élevé de toute l'histoire de l'entreprise depuis les 3 fourneaux de Saint-Hubert un siècle plus tôt. Songez au chemin parcouru. 450 ouvriers avant la Première Guerre, 1500 dans les années 30, 808 en 1942 dans une France occupée, une usine mise sous séquestre. Et maintenant, 3600. La production, elle, culminerait plus tard encore. 4000 appareils sortis chaque jour, au pic. 4000, chaque jour. Une cuisinière, un réfrigérateur, une machine à laver toutes les quelques secondes, qui quittait Revin pour aller vivre dans une maison quelque part en France. L'entreprise avait tout traversé. Elle avait survécu au pillage de la Grande Guerre, à la destruction de ses ateliers, à la mort de 2 petits-fils Martin à Verdun. Elle avait survécu à la reconstruction de 1922, à la scission familiale de 1925. Elle avait survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la mise sous séquestre. Elle avait traversé un siècle entier d'histoire française sans plier. Debout au bord de la Meuse, au pied du mont Malgré tout, elle paraissait aussi permanente que la montagne elle-même. Mais il y a, dans cette année 1976, une ironie que personne ne pouvait voir sur le moment. Car c'est précisément cette année-là, l'année du pic d'emploi, l'année des 3600, que la marque passe sous le contrôle d'un groupe étranger, un groupe suédois, Electrolux. Les sources françaises retiennent 1976 pour la marque et la filiale. L'absorption formelle des 5 usines de Revin viendra plus tard, en 1985, par l'intermédiaire d'une entité qu'on appellera Ardam Electrolux. Mais la bascule, la vraie, se joue là, au milieu des années 70. Au moment exact où Arthur Martin employait plus de monde que jamais. Au moment où 4000 appareils sortaient chaque jour de ses chaînes. Au moment où le nom brillait le plus fort dans la mémoire des Français. L'apogée et le début de la fin coïncidaient. Exactement, à la même date. Personne, à l'intérieur de ces murs, ne le savait. On avait des commandes en retard, on embauchait, on travaillait 48 heures et davantage. Comment aurait-on pu deviner qu'une décision prise dans un bureau de Stockholm, un nom qu'on ne prononçait même pas dans la vallée, venait de sceller, en silence, le destin de tout ce qu'on avait bâti? C'était l'apogée, le point le plus haut. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de se refaire. Et personne, au pied du mont Malgré tout, n'entendait le bruit qu'il faisait en changeant. Chapitre 7. Le nom de quelqu'un d'autre. Il faut commencer par comprendre qui était Electrolux et pourquoi ce groupe avait acheté Arthur Martin. Fondé en Suède en 1910, Electrolux était devenu, au fil des décennies, le numéro 2 mondial de l'électroménager. Sa stratégie était simple et elle n'avait rien de malveillant en soi. Croître par acquisition, absorber les marques nationales une à une, puis rationaliser. En 1984, il avait racheté l'italien Zanussi. Il possédait AEG pour le haut de gamme, et dans son portefeuille français, il tenait désormais 2 vieux noms revinois, Arthur Martin et Ford. Pendant des années, il ne se passa rien de visible. Les machines sortaient toujours de Revin. Le nom d'Arthur Martin figurait toujours sur les cuisinières et les réfrigérateurs.
Pour l'ouvrier de la bouverie, le propriétaire lointain, suédois, ne changeait pas grand-chose au geste quotidien. On coulait, on pressait, on montait. Mais dans les bureaux, une logique était à l'œuvre. La logique de la marque mondiale unique. Un groupe qui possède AEG, Electrolux, Zanussi, Arthur Martin et Ford possède 5 noms pour vendre, en gros, les mêmes appareils. 5 publicités à payer, 5 images à entretenir. Pour un stratège du marketing assis à Stockholm, cela ressemble à un gaspillage. Une seule marque mondiale coûterait moins cher. Et cette marque, ce serait Electrolux. Le problème, c'est qu'en France, la marque forte n'était pas Electrolux. C'était Arthur Martin. Alors on procéda par étapes, prudemment, méthodiquement. À partir de 1994, on accola les 2 noms, Arthur Martin, Electrolux. Le nom français d'abord, l'étranger derrière. Une transition douce pour ne pas brusquer le consommateur. Puis, le 1er mars 2007, l'ordre s'inversa. Arthur Martin Electrolux devint Electrolux Arthur Martin. Le nom suédois passait devant. Ce n'était pas un hasard. C'était la première étape publique d'un plan de 3 ans, établi dès 2006, dont l'objectif final était clair. La disparition totale du nom Arthur Martin. Pour accompagner ce basculement, Electrolux France lança, à partir du 2 avril 2007, une campagne publicitaire de 23 millions d'euros. 8 millions de plus que l'année précédente, signée par l'agence Lowe. Et cette campagne portait une signature restée célèbre, une phrase qui, avec le recul, ressemble à un aveu. Désormais, Arthur Martin préfère qu'on l'appelle Electrolux. Prenez la mesure de cette phrase. On ne dit pas au consommateur que la marque disparaît. On lui dit qu'elle préfère. On prête un désir à un nom. On fait comme si Arthur Martin, cette marque née d'un fondeur belge, portée par un siècle de mains ouvrières, avait choisi, de son plein gré, de s'effacer. Comme si c'était sa volonté. Courant 2009, l'étape finale arriva. Electrolux Arthur Martin devint simplement Electrolux. Le nom d'Arthur Martin fut mis en sommeil, après plus de 150 ans d'existence. Fabien Singier, directeur général de la filiale française, le formula sans détour. La migration de la marque, entamée en 2006, s'achevait comme prévu. La volonté du groupe, désormais, était d'affirmer son unicité autour d'une seule marque. Comme prévu. 2 mots administratifs pour dire l'effacement d'un nom que 3 générations de Français reconnaissaient au premier regard. Voilà la première décision fatale. Elle ne concerne pas encore l'usine, ni les emplois. Elle concerne le nom. Mais un nom, dans l'électroménager, c'est un capital. C'est la confiance accumulée pendant un siècle. Arthur Martin était la 3e marque la plus connue de France, la 2e en valeur. Et on venait de décider, dans un bureau, de la faire disparaître de la mémoire commerciale. Il y a une suite à cette décision. Une suite qui ressemble à un remords. En décembre 2016, Electrolux réactiva la marque Arthur Martin pour un partenariat exclusif avec le cuisiniste Mobalpa. 7 ans après l'avoir enterrée, on la ressortait. Et pour la justifier, Philippe Nohen, directeur du réseau cuisiniste d'Electrolux France, prononça des mots que ses prédécesseurs auraient dû méditer. Il s'agissait, dit-il, d'une marque forte, connue de tous, ancrée dans la mémoire collective et française, qui existait depuis près de 150 ans. Pierre Perron, directeur général d'Electrolux France, parla d'une relance tactique. Une relance tactique. C'est-à-dire l'aveu, 7 ans trop tard, qu'on n'aurait jamais dû l'effacer. Chapitre 8. La route de la Pologne. Pendant qu'on effaçait le nom, on préparait le départ de l'usine. En 2010, Electrolux transféra la production des machines d'entrée de gamme de la marque Ford vers une usine polonaise, à Olawa. Ce n'était encore, en apparence, qu'une partie de l'activité, le bas de gamme, une décision de coût parmi d'autres. Mais la presse locale, elle, comprit tout de suite ce que cela voulait dire. Ce transfert rendait, écrivit-elle, la fermeture de Revin inéluctable. Le mot est juste.
Quand une entreprise commence à déplacer sa production vers un site où la main-d'œuvre coûte moins cher, elle ne s'arrête presque jamais en chemin. Elle poursuit la logique jusqu'au bout. Le prétexte industriel était tout trouvé. Revin fabriquait un lave-linge à chargement par le dessus, la top comme on l'appelait. Or, le marché européen se détournait de ce type de machine au profit du chargement frontal. On pouvait donc dire, avec l'apparence de la raison, le produit de Revin se démode, le marché se rétracte, il faut s'adapter. C'était vrai. Et c'était insuffisant pour justifier ce qui allait suivre. Car une usine qui s'est coulée, pressée, émaillée et montée depuis un siècle, c'est aussi apprendre à fabriquer autre chose. On l'avait déjà fait. On était passé des grilles funéraires aux cuisinières, des cuisinières aux réfrigérateurs, des réfrigérateurs au lave-linge. Le savoir-faire de Revin n'était pas prisonnier d'un modèle de machine. Il était dans les mains des ouvriers. Mais on ne demanda pas aux mains de Revin d'apprendre. On demanda à Olawa de produire moins cher. Chapitre 9. Le jour des bénéfices. Le 22 octobre 2012 est une date qu'on ne devrait pas pouvoir oublier à Revin. Ce jour-là, Guillaume de Noinville, directeur d'Electrolux France, annonça que le groupe se désengageait de son unité de production revinoise, l'entité qu'on appelait Ardam. La production de machines à laver allait s'arrêter. Le site allait fermer. Il faut poser les faits dans l'ordre exact où ils se présentèrent, parce que c'est cet ordre qui fait la gravité de l'affaire. Le site de Revin était bénéficiaire. Il n'était pas en perte. Il ne coulait pas. Il gagnait de l'argent. Il employait 419 salariés en contrat à durée indéterminée, plus une soixantaine d'intérimaires. Et le jour même de l'annonce de fermeture, le même jour, Electrolux publiait ses résultats du troisième trimestre. Un bénéfice net de 983 millions de couronnes suédoises, soit 115 millions d'euros, en hausse de 19% sur un an. La presse financière parla d'un résultat inespéré. Arrêtons-nous sur cette coïncidence, car elle est le cœur de toute l'histoire. Le même jour, la même entreprise annonçait deux choses. D'une main, un bénéfice record en forte hausse. De l'autre, la fermeture d'un site rentable et les 419 familles qui allaient avec. De Noinville expliqua aux salariés que l'usine n'entrait plus dans la stratégie de l'entreprise, que le site commençait à présenter des risques sur le plan de la compétitivité. Des risques. Un site qui gagnait de l'argent présentait des risques. Et il y avait pire encore. Un détail que les élus dénoncèrent aussitôt. Electrolux s'apprêtait à toucher 600 000 € par an au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Une mesure conçue par le gouvernement français précisément pour retenir les entreprises, pour lutter contre les délocalisations. Le groupe allait donc encaisser l'argent public destiné à empêcher les départs, tout en organisant le sien. Voilà le nœud tragique de cette histoire. Revin ne ferma pas parce qu'elle avait échoué. Revin ferma parce qu'elle avait réussi, mais pas assez au goût d'un groupe qui gagnait déjà 115 millions d'euros par trimestre. La fermeture ne fut pas un constat de faillite, ce fut un arbitrage, un calcul, une ligne dans une stratégie mondiale. Les ouvriers, eux, comprirent immédiatement ce qui se passait, et ils ne restèrent pas silencieux. Chapitre 10. La parole donnée à Bercy. L'État tenta d'intervenir. Il faut le dire, car c'est vrai, et parce que l'échec de cette intervention fait partie de la blessure. Le 11 mars 2013, Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, présida à Bercy une table ronde autour d'un projet baptisé Niver. L'idée, trouver à l'intérieur du groupe une solution industrielle pour maintenir une activité à Revin. Autour de la table, il y avait tout le monde. Les élus, l'État, les représentants du personnel et les dirigeants européens d'Electrolux. Ce jour-là, Jonas Samuelsson, directeur Europe du groupe, donna sa parole. La direction se déclara confiante dans sa capacité à trouver, avec ses salariés, une solution viable. Confiante. Une solution viable.
Les mots étaient rassurants. On pouvait, en sortant de Bercy, croire que Revin serait sauvée. Elle ne le fut pas. Quelques mois plus tard, le 16 juillet 2013, le député des Ardennes Christophe Léonard publia un communiqué qui ne laissait aucune place au doute. La parole donnée par Jonas Samuelson à Arnaud Montebourg le 11 mars, écrivait-il, n'avait pas été respectée. Electrolux, ajoutait-il, avait manipulé ses salariés, les élus locaux, mais aussi le gouvernement français. Manipuler le gouvernement français. Ce sont les mots d'un député, pas d'un tract syndical. La parole donnée à un ministre de la République, dans les bureaux de Bercy, n'avait pas tenu 6 mois. Et c'est là que l'histoire de Revin rejoint une histoire plus large, celle que connaissent d'autres vallées françaises. L'État qui construit l'industrie, l'État qui promet de la protéger, se découvre incapable de retenir un groupe étranger décidé à partir. Le ministre s'était engagé, le groupe avait promis, et la vallée a payé. Chapitre 11. Un euro symbolique. Puisqu'on ne pouvait empêcher le départ, on négocia les conditions de la sortie. Et c'est ici que se referme le piège le plus cruel de toute l'affaire. Un piège à retardement. Electrolux créa une entité nouvelle, la Société Ardennaise Industrielle, la SAI. Puis il la céda pour 1 euro symbolique à Celny, la société électronique du Nivernais, basée à Nevers. 188 salariés furent transférés à cette nouvelle structure. Sur le papier, l'accord semblait sérieux. Electrolux ne se contentait pas de vendre pour 1 euro et de s'en aller. Le groupe investissait 15,9 millions d'euros dans 2 lignes de production. Et surtout, il s'engageait à acheter les moteurs fabriqués à Revin. 1,2 million de pièces par an pendant 7 ans, soit 7,2 millions de moteurs. De quoi faire vivre le site. Il y avait même une clause de protection pour les salariés. Si le site venait à fermer, Electrolux verserait une prime de licenciement. 1 an de salaire brut, plus 2 300 euros par année d'ancienneté, dans la limite de 92 000 euros. Tout semblait tenir. Un repreneur, un investissement, un carnet de commandes garanti sur 7 ans, un filet de sécurité en cas d'échec. Voici ce qui arriva réellement. Electrolux jugea les moteurs de Revin non conformes. Trop bruyants, dit-on. Et le groupe cessa ses commandes. Or, la SAI n'avait qu'un seul client, Electrolux. Privée de son unique débouché, elle n'avait plus de raison d'exister. Elle entra en liquidation judiciaire. Le carnet de commandes de 7 ans, garanti par écrit, s'était refermé bien avant son terme, au motif d'une non-conformité que le groupe seul avait le pouvoir de constater. On avait vendu l'usine pour 1 euro, on avait équipé, on lui avait promis du travail, et on avait gardé la clé qui permettait, à tout moment, de couper le robinet. Tous ne se laissèrent pas faire. Il faut nommer ceux qui refusèrent. Force ouvrière fut le seul syndicat à s'opposer frontalement au plan. Le syndicat dénonça ce qu'il appelait les arrangements passés entre la direction d'Electrolux et l'intersyndicale, la CFDT, la CGT et la CFE-CGC. Le délégué FO, Jean-Pierre Villeray, interpella directement Montebourg en 2016 avec une phrase qui résumait tout. En 2014, lui reprocha-t-il, on avait laissé partir Electrolux en Pologne, alors même que le groupe s'apprêtait à racheter l'américain General Electric pour 3,7 milliards d'euros. 3,7 milliards pour racheter un géant américain. Et pas de quoi maintenir un site rentable dans les Ardennes. Le porte-parole de l'intersyndicale, Lysien Fagis, avait lui résumé l'état d'esprit avant les négociations. Déterminé et solidaire, disait-il, pour défendre les emplois jusqu'au bout. Electrolux avait provoqué la cassure. À la direction, maintenant, d'assumer. Autour d'eux se tenaient les élus. Le maire de Revin, Alain Roy, qui décrivait sa ville comme un boxeur au tapis, dans les cordes. Le député Christophe Léonard, la conseillère générale Dominique Ruel, la ministre Fleur Pellerin qui,
regrettait la précipitation d'Electrolux. La députée Bérengère Poletti. Tout un pays d'élus, de syndicalistes, de ministres, réunis autour d'une usine. Et une décision, prise ailleurs, qui les dépassait tous. Chapitre 12. Les sangliers. Ce qui suivit, ce fut la colère. Une colère ardennaise, tenace, qui refusait de se coucher. Le 22 octobre 2012, jour de l'annonce, la grève éclata immédiatement. 2 jours plus tard, le 24 octobre, près de 500 personnes descendirent sur Senlis, devant le siège d'Electrolux France. Parmi elles, 400 Ardennais venus dans 8 autocars. Ils se surnommaient les sangliers. Sur la façade du siège, ils taguèrent leur rage en quelques mots. Voyous, vendus, assassins. Et cette phrase, qui disait tout de leur identité et de leur détermination. Vous ne connaissez pas les sangliers. Le sanglier, dans les Ardennes, c'est l'animal emblème. L'animal qui ne recule pas, qui charge, qui tient tête. Les ouvriers de Revin s'étaient donné ce nom parce qu'ils voulaient qu'on sache à qui l'on avait affaire. Le 14 novembre 2012, plus de 1200 personnes manifestèrent à Revin même. La ville se transforma en ville morte. Les commerces fermèrent en solidarité. Ce n'était plus une grève d'usine. C'était une ville entière qui s'arrêtait pour dire qu'elle refusait de mourir. L'appel avait été lancé par la CGT, la CFDT, l'UNSA, la FSU, rejoint par Solidaire et par Force ouvrière. Le combat dura des mois, puis des années, et il ne fut pas sans déchirure. Le 22 octobre 2013, jour du premier anniversaire de l'annonce, Force ouvrière débraya devant la mairie de Revin. Et une scène cruelle s'y joua. Des délégués CFDT vinrent remplacer les grévistes FO à leur poste. La division syndicale, ce jour-là, se donnait à voir en pleine rue. La détresse partagée n'avait pas suffi à maintenir l'unité. En mai 2014, les ouvriers allumèrent dans la cour de l'usine un grand feu de palettes et de pneus. Une fumée noire monta au-dessus de la bouverie, au pied du mont Malgré-tout. Et dans la cour, ce jour-là, on entendit résonner « Hexagone », la chanson de Renaud. C'est l'image que je garde de tout cela. Ce feu, cette fumée, cette chanson. Des hommes qui brûlaient des palettes parce qu'ils n'avaient plus que le feu pour dire ce qu'on leur faisait. Puis vint le moment de choisir, car il fallait choisir. Le 2 juin 2014, un référendum interne fit organiser. La question : accepter ou non la reprise par Celny. La participation fut massive. 90,7% des salariés votèrent. Et 57,9% des 376 salariés approuvèrent la reprise. 57%. Ce n'est pas un plébiscite, c'est le vote d'hommes et de femmes acculés, qui choisissaient la moins mauvaise des issues restantes. On ne vote pas pour la reprise par un repreneur qu'on redoute quand on a le choix. On vote ainsi quand on n'a plus le choix. Le 5 juin 2014, l'accord fut signé à Senlis. Le 30 juin, les salariés furent transférés à la SAI. Ils croyaient avoir sauvé quelque chose. Ils avaient seulement gagné un sursis. Chapitre 13. La dernière coulée. Le sursis dura 3 ans. En septembre 2017, la production s'arrêta. Electrolux ne voulait plus des moteurs revinois. La SAI, sans son unique client, entra en liquidation judiciaire. Le 23 février 2018, ce fut le redressement judiciaire. Le 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Compiègne valida une cession partielle au groupe breton Delta d'Or. Sur 181 salariés, 157 furent licenciés. 24 furent conservés. Pour assembler des moteurs de volets roulants. 24. Reprenez le chemin depuis le sommet. 3600 personnes en 1976. 419 en 2012, le jour de l'annonce. 188 transférés à la SAI. 181 en 2018.
et 24 à la fin. 24 emplois, là où toute une vallée avait vécu. Après 164 ans, le berceau historique d'Arthur Martin et de Faure devenait une friche. 164 ans depuis les 3 fourneaux de Saint-Hubert. 136 ans depuis que Nestor Martin avait franchi la Meuse pour s'installer à Revin. Et cette entreprise, songez-y, n'était pas morte de faiblesse. Elle avait survécu au pillage de la Première Guerre mondiale, à la destruction de ses ateliers, à 2 petits-fils tombés à Verdun. Elle avait survécu à la reconstruction, à la scission familiale, à la Seconde Guerre mondiale, à la mise sous séquestre. Elle avait survécu au choc pétrolier des années 70, à toutes les crises qu'un siècle avait pu lui jeter au visage. Elle n'est pas morte d'une crise, elle est morte d'une décision. Alors qu'elle était bénéficiaire, une entreprise que rien n'avait réussi à abattre en 160 ans a été démontée par une stratégie de marque et un arbitrage de coûts. Il n'y a pas eu de grande catastrophe, pas de faillite retentissante, pas d'incendie, pas de guerre. Il y a eu des réunions, des communiqués, des campagnes publicitaires, un slogan qui disait que la marque préférait disparaître, des moteurs déclarés trop bruyants, une parole donnée à un ministre et non tenue. Chaque étape, prise séparément, était rationnelle, défendable, expliquée dans une langue polissée de rapport d'entreprise. Et au bout de toutes ces étapes rationnelles, il y avait une vallée vidée. Chapitre 14. Ce que Revin a perdu. Que devient une ville quand l'usine qui l'a construite disparaît ? À Revin, on connaît la réponse. On la vit. Commençons par les hommes. Sur les effectifs de 2014, 130 salariés. Les plus âgés, 54 ans et plus, partirent en pré-retraite, avec une rente représentant 85% de leur salaire net jusqu'à la retraite. Pour eux, la sortie fut la moins brutale. Ils avaient fait leur vie de travail, on les laissait la finir sans usine. Les autres eurent droit à des plans de départ volontaires, à des reconversions accompagnées par un cabinet spécialisé, Altedia. Les mots administratifs sont toujours doux. Reconversion, accompagnement. Derrière eux, il y a des hommes de 45 ans qui n'avaient connu que la fonte, la tôle et l'émail, et à qui l'on demandait de devenir autre chose, ailleurs, on ne savait pas trop quoi. Certains n'ont jamais accepté. Les anciens mandatés de Force ouvrière poursuivent depuis plus de 10 ans des recours en justice, jusqu'au Conseil d'État, pour faire reconnaître ce qu'ils savaient depuis le premier jour, que le motif économique de leur licenciement ne tenait pas puisque le site gagnait de l'argent. Et la ville, elle, s'est vidée. En 40 ans, Revin a vu sa population divisée par 2. Elle comptait environ 13 000 habitants dans les années 60. Elle en compte aujourd'hui moins de 6 000. Les chiffres de l'INSEE le disent avec la froideur des statistiques. En un quart de siècle, la ville est passée de 8 963 à 5 815 habitants. Une baisse de 35%. Le maire, Daniel Durbeck, a résumé cela d'une phrase qu'aucun rapport ne pourra jamais surpasser. Il y a 35 ans, disait-il, entre Electrolux et Porchet, cela faisait environ 4000 personnes qui travaillaient là. C'était 184 hier, et c'est 24 demain. 4000, puis 184, puis 24. Ce n'est pas seulement Arthur Martin qui est tombé, c'est toute la vallée. Fumet, Bogny-sur-Meuse. Après les fermetures de Thomé-Cronbach, des ateliers Thomé-Génaud à Nouzonville, de Lenoir-et-Mernier à Bogny. Et à Revin même, à côté d'Electrolux, ce fut Porchet, l'autre géant, 146 emplois. Puis Oxam, 32 emplois en 2011. La vallée du fer, deuxième productrice mondiale de fonte au XIXe siècle, s'est éteinte atelier après atelier. Et le site, aujourd'hui ? Les 23 000 m² de l'ancienne usine Electrolux, en bord de Meuse, ont été rachetés par la communauté de communes Ardennes-Rives de Meuse, pour près d'1 million d'euros. La dépollution est estimée à 968 000 euros.
Un programme de réindustrialisation du site, qu'on appelle EPO pour Electrolux Porsche Oxam, est mené avec l'établissement public foncier du Grand Est. Sur la friche Porsche, une entreprise s'installe, Seabox, qui fabrique des vélos et des trottinettes électriques. La vie, obstinément, tente de revenir. Mais il n'y a pas de musée. Pas de lieu où l'on raconterait ce que fut Arthur Martin. Le patrimoine est conservé par l'Inventaire général du patrimoine culturel du Grand Est, par quelques associations locales. Le plus ancien bâtiment Arthur Martin encore debout se dresse à l'angle de l'avenue Danton et de la rue du Gazomètre. Il porte, gravé dans sa pierre, la date de sa construction, 1929. Une date sur un mur. C'est, pour l'essentiel, ce qui reste. Chapitre 15. Le nom sur la cuisinière. Il y a, quelque part en France, une cuisine des années 70. Sur le mur, une cuisinière. Sur la cuisinière, un nom. Arthur Martin. Elle a peut-être encore été rachetée par les parents pour le mariage. Elle a cuit des milliers de repas. Elle a chauffé la maison des matins d'hiver. Elle est là depuis si longtemps qu'on ne la voit même plus. Elle fait partie du décor. Elle fait partie de la famille. C'est cela qui a été effacé. Pas seulement une usine, pas seulement des emplois. Un nom qui vivait dans la mémoire domestique de tout un pays. On trouve encore ici et là des cuisinières succulas qui fonctionnent depuis 1932. Des lave-linges et des réfrigérateurs Arthur Martin qui tournent depuis 1995. Près de 30 ans de service sans faillir. Ces appareils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Ils ont duré. Ils ont tenu. Ils ont été fidèles. Ils ont mieux tenu que la marque qui les avait faits. Car voilà l'ironie dernière de cette histoire. Les objets ont survécu à l'entreprise. Les cuisinières fonctionnent encore. Le nom d'Arthur Martin, lui, a été rangé, ressorti tactiquement, puis rangé encore. La robustesse qu'on avait promise aux clients, l'entreprise ne se l'est pas appliquée à elle-même. On avait fabriqué des machines faites pour durer. On n'a pas su faire durer l'usine qui les fabriquait. Le bâtiment de 1929 est toujours là, à l'angle de l'avenue Danton. Toujours de briques, toujours lisible comme quelque chose qui a compté. Ce qui manque, dans ce bâtiment, c'est le travail. Plus de fonderie, plus de tôlerie, plus d'émaillerie, plus de ces 3600 personnes qui venaient, en équipe, jour après jour, faire les objets de la vie française. Il reste les murs. Il reste une date gravée dans la pierre. Il reste, dans des milliers de cuisines, des cuisinières qui portent encore un prénom d'homme. Le prénom d'un fils de fondeur belge, formé à Londres, mort un jour de Toussaint, il y a un siècle. Et il reste le silence, au pied du mont malgré tout, là où autrefois il y avait le feu.